chrono. 10 OK. minutes de présentation, 10 minutes de questions-réponses. OK, bah, bonjour à tous. Donc je m'appelle Loïc Chepacher, donc je suis le président cofondateur de la société Collect Online. Donc Collect Online, c'est quoi en quelques mots? Donc c'est une plateforme d'inventaire, partage, d'objets d'art et de collection. Donc pour, dire quelques mots sur moi, donc moi je suis un profil, ingénieur, donc j'ai une dizaine d'années en société de services en informatique, mais à côté de ça, je suis également un collectionneur depuis tout petit, passionné de monnaie antique et en gros cette solution est née d'un besoin personnel que j'ai rencontré, bah, tout au fil de ma carrière de collectionneur. Donc, pour donner quelques mots sur ce qu'on va retrouver sur notre plateforme, donc c'est une plateforme où on va trouver vraiment tout type d'objets d'art et de collection. Donc, le but, c'est un petit peu sortir de l'ombre, valoriser bah, tout ce qui va être caché dans les placards, dans les tiroirs, dans les cartons des musées ou bah, tout le mobilier qu'on va avoir peut-être des difficultés à exposer parce que trop petit, parce que trop grand, parce que on va manquer d'espace. Donc, on va trouver différentes typologies d'acteurs qui vont utiliser notre solution. Donc, voilà, j'ai cité quelques utilisateurs de notre solution. Donc, ça va être des associations, ça va être des petits musées, ça va être des collectionneurs privés, des institutions. Donc, ça va être des acteurs qui n'ont pas forcément d'énormes moyens, d'énormes ressources et qui vont chercher une solution extrêmement simple d'utilisation, flexible, qu'ils vont pouvoir utiliser en autonomie avec bah, très très peu d'accompagnement. Donc le patrimoine concerné, bon, je vais pas m'attarder dessus, mais c'est très varié. On va retrouver du patrimoine scientifique, religieux, naturel, des objets d'art et de collection, de la numismatique, de l'artisanat. Donc c'est vraiment une plateforme qui va permettre de valoriser via des galeries 2D, via des galeries 3D, tout type de petits mobiliers. Donc je vais citer donc un client qu'on a accompagné récemment pour expliquer le type de démarche qu'on peut faire. Donc on a travaillé par exemple avec l'association APBP, donc des artistes peignants de la bouche et du pied. Donc leur problématique, c'était quoi? Concrètement, ils avaient un catalogue de 2000 œuvres environ qui étaient déjà numérisées, présents dans une base de données qui était obsolète, qui était plus maintenue. Ils savaient pas trop quoi en faire. Donc on était exactement donc dans l'ADN de ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire faire sortir de l'ombre des contenus qui sont pas forcément exploités, pas forcément valorisés et qui étaient pour le coup coincés sur un vieux logiciel. Donc en fait, on les a accompagnés sur une réflexion. Donc que faire de ces données? Comment mapper les champs, comment préparer ces données, structurer tout ça. Et ensuite, on a pu charger donc toutes ces données en quelques clics via des imports automatisés sur notre plateforme et in fine mettre en ligne donc leur collection qui est maintenant bah, administrables par leurs utilisateurs et qui peuvent continuer d'enrichir. Donc je peux pas vous montrer d'image de cette collection parce qu'elle a été importée de manière privée sur la plateforme, mais je vais vous montrer quelques exemples euh, de réalisations qui ont été faites chez nous dans les slides suivants. Donc à quoi peut servir notre plateforme? Donc pour donner des exemples concrets d'utilisation, l'idée il faut vraiment voir notre outil comme une plateforme qui va permettre de compléter des lieux d'exposition physiques. Par exemple, vous n'avez pas assez de place pour exposer un certain nombre de mobilier, ben, l'idée, ça va être d'ouvrir une salle digitale dans laquelle vous allez pouvoir exposer différents types de contenus. Ouais, j'en ai déjà parlé juste avant, mais du mobilier trop petit, trop grand, c'est pareil. En fait, le digital, c'est le meilleur outil pour pouvoir valoriser, zoomer, montrer des choses qu'on a du mal à montrer dans une vitrine d'un musée, par exemple. Et de la même manière, en fait, il faut voir l'outil digital comme un outil assez exceptionnel pour raconter l'histoire d'un objet, y attacher différents médias, des vidéos. Donc notre solution permet par exemple d'imprimer un QR code, le mettre à côté d'une œuvre et d'avoir une fiche objet qu'on va pouvoir enrichir avec différents types de médias pour pouvoir leur donner une vie et raconter leur histoire dans le cadre d'une exposition physique. Donc on est une plateforme qui compte pas moins de 10 000, plus de 10 000 utilisateurs, plus de 250 000 objets en ligne. On est sur une plateforme qui est multilingue, qui est totalement web. On peut y accéder voilà, de n'importe où sur la planète. On va gérer différents types de contenus, de la photographie, des vidéos. J'ai cité les modèles 3D, ça c'est quelque chose qui est en cours parce qu'on est vraiment dans le secteur j'allais dire de la réalité virtuelle, de la 3D. Donc c'est des choses qu'on aimerait intégrer et qui va se développer très fort, très vite dans les années qui viennent, notamment avec l'émergence de l'IA qui va permettre très prochainement de générer des modèles 3D assez poussés à partir de quelques photos. C'est pas encore totalement mature, mais ça va le devenir. Et on intègre également sur notre plateforme donc des outils technologiques un petit peu plus modernes dont on entend pas mal parler, et notamment le format NFT qui s'intègre totalement sur notre plateforme.
Donc, nos utilisateurs cibles, ça va être aussi bien des collectionneurs privés, parce qu'en réalité, notre patrimoine, on en a tous. Et en fait, une collection, ça a plus de valeur quand c'est partagé que quand c'est voilà, enfermé dans un coffre-fort ou caché dans un grenier. Ça va être des professionnels, donc des gestionnaires de patrimoine, gestionnaires de collection, des galeristes, des curateurs, des conservateurs, donc tout acteur, tout professionnel de la collection qui souhaite valoriser un inventaire. Et ça peut être également donc des collectivités territoriales, des communes, des départements qui ont des fonds, qui ont des archives et qui le souhaiteraient valoriser ou mettre en avant. Donc, notre plateforme, elle est intéressante également parce qu'elle permet de s'exposer au reste du monde. C'est-à-dire qu'en fait, on peut choisir de mettre en ligne sa collection de manière totalement privée. Bah, c'était le cas de l'APABP juste avant, de l'APBP, pardon. Mais on a également 80% des collections qui sont mises en ligne de manière publique. Et en réalité, ces 250 000 objets qu'on a en ligne, ça forme également un catalogue de données qui est super intéressant parce que ça commence à être utilisé par des collectionneurs, des experts, des chercheurs voilà, qui vont nous trouver sur Internet en faisant une recherche sur Google parce que nos fiches objets se retrouvent référencées. Donc, on a développé une plateforme avec toute une suite d'outils qui permet la gestion, la communication, le partage, une accessibilité multi-support. C'est également une plateforme collaborative, c'est-à-dire qu'en fait, on peut gérer une collection à plusieurs. J'y reviendrai juste après. Donc, moi, là, je vais pas m'attarder dessus. Donc, bah, c'est pour présenter une fiche objet, à quoi ça ressemble. On passe d'une fiche objet à une galerie 2D une fois qu'on a mis en ligne sa collection. Et une de nos points forts et quelque chose qui va nous démarquer un petit peu des autres solutions de gestion existantes, c'est qu'on est capable de passer également à de la galerie 3D avec différents modèles, avec des choses qui sont personnalisables. Et notre force, en fait, c'est de passer en quelques clics d'un fichier Excel, d'un répertoire Excel à une galerie 3D sans aucune difficulté. Donc, on a une solution vraiment facile d'accès, facile à déployer, scalable. Voilà, c'est juste pour montrer quelques exemples d'univers qu'on est capable de créer pour mettre en place, pour valoriser des collections. Le côté collaboratif, bah, l'idée c'est d'avoir des administrateurs, des contributeurs, des membres pour réellement avoir un vrai projet de mise en ligne de collection. Mais on est sur une plateforme, comme je l'ai dit, full web, donc il n'y a pas besoin d'installer un logiciel sur son téléphone, sur son ordinateur. On peut prendre une photo avec son smartphone, on le met en ligne directement et on peut le partager avec quelqu'un à l'autre bout de la planète en quelques clics. Pour donner quelques mots sur nous, donc on est une société qui est localisée dans les Hauts-de-France, à Roubaix, qui a 3 ans d'existence, même si la plateforme a quasiment 8 ans, mais c'est un projet passion, soirée et week-end avant. On a 3 marques, donc Collect Online, notre société d'inventaire, Métagellan, on est spécialisé sur les sujets métaverse 3D, et Web3 Lille, bon, c'est une casquette d'organisateur d'événements qu'on a adossé il y a 2 mois sur la métropole lilloise. Et on a des soutiens de la BPI, on est French Tech Seed, on est suivi par Odefi, Hauts-de-France Innovation Développement, et on a fait une première levée de fonds en 2022. Et du coup, bah, pourquoi nous choisir? C'est parce qu'en fait, on apporte une réponse concrète à un véritable problème. Donc, on est capable très très vite sur des temps extrêmement réduits. Donc, on n'est pas sur des gros projets. En fait, le projet APBP, ben, ça s'est fait en 3 semaines. Donc, en 3 semaines, il y a eu le premier échange, l'analyse du besoin, la mise en ligne et l'utilisation en autonomie. On est sur une plateforme extrêmement simple. Donc, des gens qui ne sont pas forcément technophiles vont pouvoir se servir de notre solution. On est sur une solution qui est extrêmement accessible niveau coût. Donc, une petite association, une petite collectivité qui a des petits moyens. En réalité, pour quelques dizaines d'euros par mois, on a déjà une plateforme très complète et avec vraiment une plateforme tout en un. Et on est sur une solution du coup qui est scalable et facile à déployer. Donc vu qu'on ne vend pas entre guillemets du jour homme, on n'est pas là pour faire la numérisation à la place de ces différents acteurs. Mais en fait, on est capable de mettre notre solution à destination du plus grand nombre très simplement. Donc je vous remercie pour votre écoute. Merci. Merci Loïc. Oui. Je vais rien te dire après. Bon, Pascal. maintenant, autre question. Qui va. Ah oui. Il y a un micro, il y a un micro. Oui, merci à vous. Qui va gérer cet ensemble? Parce que finalement, c'est un développement exponentiel qui s'auto-développe, en somme. C'est un système qui dépasse même l'idée de coopérative, puisqu'il n'y a pas de véritable président de la coopérative, c'est tout le monde. Et donc, c'est illimité. À la fin,
dans cette espèce de grande encyclopédie. Je prends l'exemple de l'encyclopédie parce que Diderot avait prédéfini avec d'Alembert, surtout d'Alembert, les entrées de l'encyclopédie par rapport à la connaissance qu'on avait d'une époque. Après, tous les objets-là étaient essentiellement des concepts, puisque ce sont des mots qui vont déterminer tel ou tel exposé, telle planche d'illustration. L'encyclopédie était limitée. Vous le limitez par les catégories, mais il n'y a pas de raison que vous continuiez à les limiter. Donc, vous avez 250 000 objets, vous pouvez en avoir 2 milliards. Bah, en vérité, il y a pas de limite. Donc là, la chance qu'on a actuellement, c'est qu'on est quand même sur un public d'utilisateurs de passionnés, donc même des non-professionnels, des collectionneurs privés qui ont envie de mettre en ligne leur collection. Bah, c'est bien fait, c'est des belles fiches, c'est précis. Et il y a un côté un petit peu une entraide où les gens vont laisser des commentaires quand il y a des erreurs dans les fiches. Donc on est vraiment sur une base qui est extrêmement qualitative. Et ça peut paraître surprenant, mais sur 250 000 objets en ligne, on a quasiment jamais eu de modération à faire. C'est-à-dire, on a peut-être supprimé 5 ou 6 fiches objets, mais on est sur un public vraiment de passionnés qui est pas là par hasard. Ça veut dire qu'au départ, vous avez communiqué, comment vous êtes entré en dehors des réseaux qu'on connaît tous quand on est collectionneur, forcément, on a son propre réseau et puis ça se constitue assez bien aujourd'hui. Mais au départ, il a fallu quand même que vous fassiez savoir. Comment avez-vous fait savoir et comment continuez-vous à faire savoir? Bah, au tout début, en fait, c'était moi, en tant que numismate, j'avais ma communauté, le problème est partagé, donc on a eu une première petite communauté, 50, 100 numismates, donc on a commencé par des monnaies, un collectionneur de monnaie, il y en a qui collectionnaient des billets et des médailles, d'autres qui collectionnaient les fossiles, et en fait, de fil en aiguille, ça a commencé à monter, donc initialement avec des collectionneurs privés, et au fur et à mesure qu'on s'est professionnalisé, et au fur et à mesure que voilà, on a créé une structure, l'équipe s'est étoffée, on est 9 à présent. On commence à intéresser depuis 2 ans les associations et les professionnels. Donc on a commencé, mais on a été vraiment dans quelque chose comme d'assez viral, assez organique. Et le fait que les objets soient visibles sur Internet, il y a des gens qui découvrent au gré d'une recherche sur un objet, ils tombent sur une fiche, ils voient un petit peu de pub pour la plateforme, ils s'inscrivent et ils se mettent à utiliser la plateforme en autonomie. Donc le but, moi j'aimerais voilà, si le jour où on a 1 million ou 10 millions de collectionneurs, c'est notre rêve, et d'avoir une base de données collaborative, un petit peu en mode wiki. C'est un peu la finalité du projet. Dernière question, comment assurez-vous la qualité de l'image? Ouais, là, ça va être, là, c'est chacun qui est responsable. Oui, je sais bien, mais justement, c'est tout le problème. C'est chacun va faire son image, et comme chacun a la responsabilité de son image, elles ne sont pas égales en qualité. Donc voilà, c'est le petit point un peu difficile, non? Oui, ça peut être difficile, mais globalement, les photos sont bonnes parce que quelqu'un qui est dans une démarche de numérisation, il n'a pas envie de mettre en ligne une photo qui serait pas belle. Donc globalement, c'est beau. Et après, on a quelques, j'allais dire, micro-algorithmes, ce qui fait que les objets les plus vus sont mis un petit peu devant et les collections les plus vues sont mises un petit peu en avant. Donc ça va un petit peu s'auto-réguler, mais effectivement, la qualité des images n'est pas forcément constante. Ok, merci pour moi. À vous. Merci, Christelle. Merci pour la présentation. C'était très, très complet, donc j'ai pas forcément de questions. J'en ai juste une toute petite. Le retour de vos clients, parce que vous avez déjà quelques années d'expérience, de retour. Quelle expérience? Et j'aurais la même question que le candidat précédent. Le retour donc de vos clients, et comment ils ont pu se développer ou mettre encore plus en avant leur collection grâce à votre travail. En fait, il faut voir que la première version étant depuis 2015, notre public de collectionneurs avait un certain âge, 50, 60 ans, et il y a quelques années, il y a 10 ans, voilà, le numérique n'avait pas autant de place que maintenant. Donc, on a vraiment pris soin de développer quelque chose de très simple d'utilisation. Donc, en gros, une fois que quelqu'un a compris comment ça marchait, en fait, les retours qu'on a, c'est que c'est très simple d'utilisation. Et en fait, au gré des années, on a ajouté beaucoup de petites fonctionnalités qui paraissent pas grand-chose, mais qui permettent de gagner du temps. Donc, les retours qu'on a, c'est que c'est facile d'utilisation, c'est que c'est bien pensé, c'est qu'on peut très simplement créer des nouvelles fiches. Et en gros, ce que ça a permis à des collectionneurs ou à des associations, ça va être également de nouer
des contacts, de développer leur réseau et de trouver des personnes qui ont la même passion, parce que ça, ça peut être aussi un souci quand on est sur quelque chose de très spécifique. Trouver quelqu'un qui a le même centre d'intérêt que soi, c'est pas forcément facile. Et du coup, il y a quand même des rencontres qui se font, des échanges qui se font. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié par nos membres. Merci. Serge Parianti. Oui, merci pour cette présentation. Deux petites questions. À un moment donné, dans tes slides, on voit apparaître une case où il y a écrit le mot expertise. Est-ce que cette expertise, pour toi, elle se rattache directement au côté collaboratif de la base de données? Est-ce que quelque part, il y a une idée derrière aussi qui consiste dans le futur à rendre les choses un petit peu plus fines en termes d'expertise, en termes de service vis-à-vis évidemment des clients? Et ça m'amène à une deuxième question, toujours en termes de projection. C'est que tu parles de NFT, donc on sait très bien aujourd'hui les NFT, c'est ce que c'est et c'est aussi ce que c'est pas. Mais la réalité derrière, en termes de modèle et de développement, comment est-ce que tu vois les choses par rapport à ça? Donc, expertise et NFT, donc tout ça évidemment en le rattachant à un futur modèle économique. Là, l'expertise, en fait, on considère un petit peu que l'expertise, c'est nos utilisateurs qui l'ont. C'est-à-dire quand l'arborescence doit évoluer, on est à l'écoute, on les aide. Et en fait, on a une arborescence extrêmement développée. On a plus de 25 000 catégories, sous-catégories qui a été co-construites sur des années. Et en fait, l'expertise, elle est très présente chez les collectionneurs privés. C'était nos utilisateurs d'origine. Et c'est vrai que j'aimerais réussir à créer du lien entre du privé qui a du temps, une passion sur des thématiques très pointues, et peut-être j'ai fait beaucoup d'archéologie quand j'étais jeune, j'ai fait de l'identification sur des chantiers de fouilles, et en fait on se rend compte que on peut être numismate professionnel et bosser sur des chantiers, si on n'a pas l'expertise sur des monnaies tardives du 5e siècle de l'Empire gallo-romain, on n'aura pas le même niveau d'identification qu'un collectionneur privé, même si c'est pas le métier. Et en fait, moi, c'est un de mes rêves, ça serait de réussir à se faire rencontrer ces deux mondes, que des archéologues mettent en ligne des collections, que des collectionneurs privés donnent de leur temps pour contribuer. Et voilà, c'est des choses que j'aimerais vraiment développer sur notre plateforme. Et le côté NFT, l'idée, on entend tout et n'importe quoi sur les NFT. Moi, ma conviction dessus, c'est que les NFT, finalement, c'est rien de plus, rien de moins qu'un certificat numérique sécurisé. Et en gros, j'ai le sentiment que dans quelques années, en fait, on va attacher ces petits certificats sur l'ensemble des objets, quelle que soit leur origine. Et nous, ce qu'on est en train de développer dessus, moi, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais des NFT, c'est stocké sur des wallets. Nous, l'idée, c'est de se dire quelqu'un qui a déjà une collection de NFT, qui puisse la charger en un clic sur notre plateforme pour pouvoir un petit peu la mettre en avant, parce que là, on est encore sur quelque chose un petit peu spéculatif, où ça se trouve sur les places d'échange, sur les marchés. Pour moi, NFT, ça n'a pas de valeur en soi. Pour moi, ça a une valeur si c'est en gros exposé, partagé, mais en tant que certificat d'une œuvre réelle. Donc le jour où quelqu'un aura une collection complète NFTisée, l'idée c'est de se dire, voilà, en un clic, il pourra la mettre en ligne sur notre plateforme. Et donc, tu n'envisages pas à un quelconque moment, à travers justement cette ouverture au NFT, d'avoir un côté plateforme transactionnelle? C'est pas moi en tant que collectionneur, en tout cas, j'ai jamais eu de problème pour acheter ou vendre. Il y a des gens qui font ça très bien. Ma problématique, c'était communiquer, partager, exposer, valoriser. Et tout le projet est né de là. Donc, le côté marketplace, ça revient souvent parce qu'une fois que c'est digitalisé, une collection, ça vit, on veut faire des transactions. On n'avait pas forcément la taille de l'équipe pour le faire. C'est pas les mêmes problématiques, c'est pas la même cible. Et en gros, on n'a jamais mis en place. Et c'est pas dans la roadmap à court et moyen terme. Merci. Oui, non. Une dernière réflexion. Effectivement, je pense que les NFT, c'est aujourd'hui tout simplement un service. Et vous êtes une plateforme d'échange et de services. À partir du moment où il y a échange et service, la transaction se fait entre les partenaires et vous n'en êtes pas l'acteur. Hein, c'est bien comme ça que vous le concevez, j'ai bien compris. Tout à fait. Il y a eu un moment donné, d'ailleurs c'est encore le cas, où on peut indiquer qu'un objet est à échanger ou est à vendre. Et voilà, on gère pas le channel de paiement. C'est un peu comme le bon coin d'avant où les gens discutent entre eux en autonomie et nous, voilà, on se mêle pas des échanges qui se passent en coulisses. Ok, merci. On va vous applaudir.